Bon, le café est prêt pour un autre regard sur le monde avec les chroniques de l'Empire d'André Archambault, auteur et commentateur politique qui vit en Amérique du Nord. Je suis Gilbert Dawed d'Avatar Édition et notre émission d'aujourd'hui s'intitule Sommet de l'OTAN. Quelle provocation prépare l'Empire contre l'Europe? Comme d'habitude, avant de commencer, un rappel du triptyque YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la cloche des notifications et sur le pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi d'intervenir en postant vos commentaires et bien entendu d'acheter nos livres et de faire des dons mensuels ou ponctuels. Café, qu'il soit virtuel ou réel, et c'est parti. André, nos auditeurs auront compris de tes précédentes chroniques que la poussée du populisme néo-constitutionnaliste, tant chez les républicains, c'est-à-dire Trump, DeSantis et deux ou trois autres, que dans le camp démocrate, bien entendu chez Bob Kennedy Jr., pouvait laisser espérer un changement de régime et donc d'oligarchie à la tête de l'Empire. C'est bien ça. Absolument. Mais nous disions aussi que cela risquait d'être un rêve illusoire, parce que, se sentant menacés, les dites oligarchies, c'est-à-dire du deep state, pressées d'imposer au monde leur culte quasi-luciférien sur Terre, nous en avons parlé il y a 2 semaines, voulaient une bonne fois pour toutes passer à la confrontation ouverte avec la Russie, tout simplement pour organiser aux États-Unis un coup d'État pseudo-légal. Néoconservateur, bien entendu, autour d'une union sacrée, autrement dit. C'est bien ça. C'est exact. Alors, et ceux-ci en vue du Grand Chelem, après le contrôle absolu de la République américaine, après celui de l'Euro-Sibérie, réussir la remise au pas du Grand Sud, qui est aujourd'hui en rébellion de plus en plus ouverte contre l'Empire, en s'associant aux initiatives géopolitiques eurasiennes, ce qui semble tourner à la catastrophe pour l'Empire. C'est bien ça? Exactement. D'autant qu'une fenêtre s'ouvre, c'est celle de l'année 2024, c'est-à-dire les élections présidentielles aux États-Unis, que nous avons qualifiées d'année de tous les dangers, puisque des élections majeures vont avoir lieu dans la plupart des pays de la planète, ce qui pourrait faire basculer le monde dans un sens ou dans l'autre. Alors André, où en est-on à la veille du prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à Vilnius le 11 et le 12 juillet prochain? Est-ce que l'Empire va contre-attaquer et comment? Merci Gilbert de poser cette historique de façon très claire et qui rassemble toute la nature même de la difficulté actuelle qui est en train de parcourir le monde avec le futur sommet de l'OTAN qui va avoir lieu dans quelques semaines, qui fait que peut-être ça va être quelques semaines de tous les dangers, on verra bien. Donc la question qui se pose, c'est que l'oligarchie qui dirige justement l'Empire elle-même réalise qu'elle a un certain nombre de problèmes sur les bras et des problèmes qui ne sont pas simples. Alors il y a d'abord les petits problèmes, pour commencer, dont tous les médias parlent tous les jours, qui sont de la politique politicienne pour la plupart du temps, et qui peuvent se résumer de la façon suivante. D'abord, il y a une étonnante résilience au sein du Congrès, plus particulièrement au sein de la Chambre des représentants, parmi les élus dits trumpistes qui sont en train d'exercer un activisme idéologique et procédurier assez considérable pour des novices, c'est quand même assez étonnant, qui exerce un certain chantage, il faut bien le dire, à l'égard des républicains plus classiques au sein de la Chambre des représentants, et ce faisant, contrôlant de facto les activités de la Chambre des représentants, ils attaquent le Sénat qui, lui, est dirigé par des démocrates, mais la réalité, c'est par des néoconservateurs, démocrates et républicains, et les républicains n'ont rien à voir, ceux du Sénat n'ont rien à voir avec ceux de la Chambre. Alors, donc, ces jeunes équipes se sont avérées finalement très efficaces dans l'intimidation, si j'ose dire, dans des réunions plénières ou de commissions au Congrès, l'intimidation des membres de l'État profond et notamment des dirigeants du FBI qui sont passés à la question à plusieurs reprises, mis dans des contradictions. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est assez surprenant de voir que le patron du FBI n'emmène pas large quand il est face à toutes ces questions. Peut-être quand il rentre chez lui et dans sa limousine, il pense à autre chose, mais il y a un très net changement par rapport aux époques précédentes. Même quand Trump était président, les gens du FBI étaient d'une arrogance extraordinaire lorsqu'ils parlaient au Congrès parce qu'ils savaient que Trump ne dirigeait pas véritablement. Donc là, ça c'est une première impression, c'est qu'il s'attaque à l'État profond et aux équipes de renseignement
Donc, on n'est pas loin aussi de toutes les stratégies internationales. Et puis, il y a eu le chantage au sujet du plafond, sur la dette publique. Ils ont fini par céder apparemment parce qu'il fallait absolument faire marcher la planche à billets pour pouvoir lancer tous les grands financements internationaux, notamment les financements de guerre. Mais ils se rattrapent maintenant en faisant chanter les équipes républicaines classiques. C'est de la technique un peu compliquée, je m'excuse auprès des auditeurs. Donc, pour effectivement veiller à contrôler les dépenses, et ils sont en train de bombarder le Congrès de lois anti-dépenses. Et c'est très important à un moment où il y a le sommet de l'OTAN qui risque d'arriver et qui peut peut-être encore engendrer davantage d'investissements pour le financement de la stratégie de guerre avec la Russie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et avec cette stratégie anti-défense, il y a peut-être un problème qui risque d'arriver au cours de l'année 2024, en octobre, qui est l'impossibilité de payer les salaires des fonctionnaires et des administrations. Et le fonctionnement des administrations, surtout sur un contexte international difficile, c'est quand même quelque chose à noter, à ne pas oublier. Alors, il y a aussi d'autres pressions qui gênent un peu l'establishment de l'oligarchie, c'est qu'il y a au niveau de la base, dans les États, aussi des activistes républicains qui ont été formés à l'école du Trumpisme avec ou sans Trump, et qui sont en train de vouloir revenir à des systèmes d'élection, des systèmes électoraux pré-Covid, c'est-à-dire avant qu'on autorise massivement les votes par correspondance et qu'on autorise massivement la collecte des bulletins de vote avec des contrôles tout à fait supervisiels quant à l'origine du bulletin lui-même. Alors ça, c'est quelque chose qui va créer une irruption de difficultés juridiques pour les uns et les autres, mais cette année, ils sont beaucoup plus organisés, puisqu'avant, c'était les démocrates qui faisaient du terrorisme juridique ou judiciaire. Il y a aussi un autre aspect des choses, c'est les décisions de la Cour suprême, alors là, qui touchent davantage les aspects anti-wokisme. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est pas des bonnes nouvelles par rapport à l'establishment de l'oligarchie de l'Empire, qui, elle, préfère au contraire la déconstruction sociale, comme on en parlait la dernière fois. Enfin bref, le peuple souffre, la bourse monte plus ou moins tous les jours, ou en tout cas sur des périodes plus longues. Et la dernière petite difficulté, mais qui est quand même une difficulté importante, c'est le fait que Biden ne peut pas être dans l'image publique un président de guerre, de vraie guerre, pas de guerre où on va punir quelques tribus indiennes ou quelques tribus irakiennes, mais là, la vraie guerre sur un mode européen avec escalade. Là, ça pose un problème et c'est ce qui explique ce qu'on disait les fois précédentes, le besoin peut-être de changer de cheval pour les néoconservateurs et plutôt de riper sur les néoconservateurs républicains et donc de pousser la Russie au crime ou en tout cas de créer des faux drapeaux pour pouvoir effectivement justifier d'un état d'urgence, d'un état martial et d'une union nationale ou d'une union sacrée. Alors ça, c'est un petit peu les petits problèmes. Et les gros problèmes alors Alors les gros problèmes, j'en vois trois. Je dirais d'abord qu'il y a les grandes compagnies transnationales d'origine américaine qui possèdent déjà l'Ukraine, trouvent le temps long parce que les fonds de retraite, les sociétés en charge de la reconstruction du pays, des infrastructures, l'agroalimentaire, les sociétés énergétiques, les sociétés qui travaillent sur l'eau. Je sais qu'il y a de l'eau en Ukraine. Donc tout ceci, ils sont en train de baver d'impatience parce qu'ils n'arrivent toujours pas à profiter de la situation et procéder maintenant à la phase de redécollage économique à leur propre profit, sachant qu'ils auront fait payer les contribuables, eux, surtout les aspects du passif du bilan. Alors les contribuables, justement, eux, ils trouvent le temps long aussi parce qu'ils en ont un petit peu assez aux États-Unis et surtout en Europe et paradoxalement, je pense en Allemagne. Ils trouvent un peu le temps long et se faire effectivement piéger dans leur poche systématiquement pour entretenir une guerre qui officiellement ne produit pas de résultats. C'est quelque chose qui commence à désespérer les campagnes. Alors le troisième, d'autant plus que le troisième problème, qui lui est un problème de taille, c'est que la Russie ne s'effondre pas, tout simplement. Les carpetbaggers à la Bill Browder, qui était un de ces grands financiers de l'époque Yeltsin, qui avait fait main basse sur une grande partie du secteur énergétique jusqu'à ce qu'il soit attaqué en justice par Poutine pour fraude fiscale et qui avait dû se carapater très vite ailleurs. Bon, ils sont eux aussi
mécontent de voir qu'il n'y a pas moyen de faire tomber Poutine pour pouvoir faire la même chose en Ukraine, c'est-à-dire réorganiser le pays, le recréer de toutes pièces à la mode ukrainienne avec l'infrastructure, avec les fonds de pension, avec l'agriculture, avec l'énergie, et ainsi de suite, et contrôler donc la Sibérie. Aujourd'hui, même en France, on a vu LCI, qui est la chaîne de Voice of Ukraine à Paris, qui a reconnu que l'offensive ukrainienne est en train de patauger. Et aussi avec l'affaire Prigojine, en fait, qui maintenant, plus ou moins, on peut dire que c'est une affaire de revendication syndicale et aussi un coup d'État manqué que Poutine a bien géré sans bouger un doigt. Qu'en penses-tu? Ben, je pense que tu as raison. Effectivement, Poutine commence à devenir célèbre d'ailleurs pour son calme. À lui qui était présenté comme un fou, comme un malade mental. Je comprends Il d'ailleurs. commence à réaliser ça. Ça ne veut pas dire que c'est un homme formidable, mais en tout cas, il a cette qualité. Et je pense, si tu veux, que sans savoir qui a fait qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, il y a un résultat. Il y a un résultat à court terme, un résultat à moyen terme et un résultat à long terme en ce qui concerne quel est le bénéfice du crime, si crime il y a. À court terme, c'est vrai que les médias occidentaux ont d'abord pensé que c'était un bon moyen d'essayer de disséminer partout l'idée que Poutine ne contrôlait pas véritablement ce qui se passait en Russie. La question a été ouverte pendant quelques jours et tu y as répondu toi-même. Mais la réalité, c'est que les médias ont aussi dit, partant d'ailleurs de ce que disaient certains médias américains, l'Europe a repris ça derrière, que finalement, c'était à se demander si c'était pas mieux de garder Poutine au pouvoir que de laisser venir n'importe qui le remplacer dans un pays avec des têtes nucléaires qui pourraient du jour au lendemain se carapater partout à droite et à gauche et se disséminer sur la planète avant même qu'on ait eu le temps de les voir partir. Donc, et sans parler du risque du nucléaire mondial à part des chefs de guerre qui, eux, se réfugiant dans les fins fonds de la Sibérie, n'auraient pas été très gênés de faire tomber des bombes en Europe ou ailleurs. Donc, sur du court terme, on ne peut pas dire que Poutine soit totalement perdant là-dessus, mais sur le plan moyen terme, c'est clair que là, il contrôle complètement son appareil d'État. L'état profond, si tant est qu'il y ait eu un état profond qui lui était hostile, est rentré dans le rang, là, en Russie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Il ne faut pas rêver là-dessus, ni pleurer. C'est simplement un fait. C'est-à-dire que petit à petit, il a réussi peut-être à modifier l'opinion. Maintenant, on en avait d'ailleurs un peu parlé avant cette tentative, en disant que peut-être l'électorat, entre guillemets, bobo, est commencé un peu maintenant, vu l'agressivité verbale de l'Occident à l'égard de la Russie, que tout bobo qu'il soit, il ne finirait pas dans les petits papiers des Occidentaux si jamais Poutine n'était plus là. Donc il y a une espèce de réflexe d'autoprotection de leurs propres intérêts égoïstes qui fait qu'ils sont davantage maintenant dans le rang aussi. Alors on verra bien, bien sûr. Revenons à nos moutons yankees. Quel est le plan des néoconservateurs américains? Bah, il faut voir ça comme un film qu'on voit tout le temps depuis 40, 50 ans, même plus. C'est d'ailleurs un truc des services spéciaux, c'est un truc typique des services de mystification, comme on dit, à l'intérieur des services secrets. Il faut donc créer une image publique permettant de passer à une escalade supplémentaire. La meilleure façon de procéder, c'est d'abord la théorie de la ligne rouge. Ne franchissez pas la ligne rouge. Si vous franchissez la ligne rouge, ça va barder. Obama l'avait d'ailleurs fait avec les Syriens. Il y a eu ensuite un faux drapeau où il tue son propre peuple avec des armes chimiques. Mais finalement, Obama décide de ne pas escalader. Ce qui montre aussi que de temps en temps, lui était assez calme et froid, un peu comme Poutine l'est de son côté. Donc il faut une ligne rouge et ensuite il faut effectivement se donner les moyens juridiques de passer à l'escalade pour qu'elle soit véritablement létale. Aujourd'hui, ça devient très inquiétant. Ça ne veut pas dire que ça va juridiquement se faire, mais ça devient très inquiétant quand ça rentre dans le langage mainstream, dans le langage général parlementaire. Et juste avant le sommet de l'OTAN, où ils pourront sans doute en parler, c'est cette fameuse idée qu'il ne faut pas que les Russes utilisent des armes nucléaires et si vous le faites, on va faire pareil. Ça paraît logique, mais glisser là derrière dans le raisonnement, c'est de dire attention, il y a une centrale nucléaire, cette centrale nucléaire de Zaporizhia. Si jamais on a un Tchernobyl à cause de vous, les Russes,
ça veut dire que les radiations vont franchir les frontières de l'Ukraine, donc ça veut dire que ce sont des pays membres de l'OTAN qui vont être atteints, donc ça veut dire que c'est l'article 5, et donc ça veut dire qu'on va vous exterminer sur le terrain ukrainien. Et ça a été dit tel quel par Richard Blumenthal, le sénateur, qui a co-signé avec Lindsey Graham, l'un est démocrate, l'autre est républicain. On voit qu'au Sénat, ils sont tous kiff-kiff bourricots, a signé donc une pétition pour effectivement lancer cette idée qu'il serait normal et logique, cette ligne franchie, de passer à l'escalade. Alors, comment décider si la centrale nucléaire explose? Qui l'a fait exploser? On sait qu'avec Nord Stream 2, on a dit que c'était les Russes. On est quand lorsque le barrage de Kakhovka a cédé et inondé une partie de l'Ukraine, on a dit que c'était les Russes. Ça paraît assez logique que la tentation soit forte, que si un coup monté comme ça par des services secrets avec la centrale de Zaporizhzhia, ça risque d'être la même chose, mais c'est quelque chose qui est important. D'autant plus qu'on a travaillé le scénario avec une certaine finesse, si on y réfléchit bien, parce que le crime, c'est un crime écologique à Tchernobyl. C'est beaucoup plus grave que d'aller aller dans le golfe du Tonkin, comme on l'avait dit la dernière fois. J'y avais pas pensé, tu n'y avais pas pensé non plus à cette centrale. Mais c'est beaucoup plus habile parce que on s'attire aussi la sympathie de l'opinion publique, de la jeunesse. Les jeunes sont très Greta, elle aime beaucoup l'écologie. D'ailleurs, je crois que... En effet, on l'a vu avec Greta qui a rendu visite à Zelensky pour mesurer, nous dit-on, l'impact de la guerre sur la planète et aussi pour préparer un dossier de crimes contre la nature par les Russes. On est en plein dans le scénario, c'est-à-dire qu'on a Greta, la vision écologique, pour rallier les populations jeunes et pour rallier les populations européennes. On a ensuite l'article 5 de l'OTAN ou la technicalité pour pouvoir l'utiliser. Et on a la ligne rouge, et il reste plus qu'à avoir les apprentis sorciers pour lancer l'opération, si ça va jusque-là. Mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas nécessairement sous-estimer. Ça va poser d'autres questions pour la suite. Donc, il semblerait, André, que le bon faux drapeau sera la centrale nucléaire. Absolument. Donc, ça paraît logique et ça paraît très tentant d'utiliser ce genre de site. Le nom a été, comme on l'a dit tout à l'heure, cité par les gens du Congrès américain, Blumenthal et Lindsey Graham. Il y a des commentateurs qui le disent aussi. Alors évidemment, Blumenthal et Graham présentent ça comme une menace. Si vous détruisez la centrale, on va utiliser l'article 5. Mais le colonel McGregor, qui est assez connu des ondes, pour être complètement marginal par rapport à la vision des militaires américains actuels, lui pense que c'est le risque le plus important dans la mesure où, pour débloquer la situation, il faut quelque chose comme ça pour que les néoconservateurs puissent passer à mettre le turbo en quelque sorte. Et la question que pose-t-il lui-même est que va faire Poutine? Est-il capable de comprendre ça? Alors, ce qui est surtout important là, pour revenir au titre de notre chronique, c'est que, encore une fois, on va s'attaquer à casser du russe, pour en parler comme Lindsey Graham, jusqu'au dernier Ukrainien, mais maintenant, si ça escalade, ça sera plutôt jusqu'au dernier Européen. Il y aura pas beaucoup d'Américains qui seront envoyés dans l'armée pour aller se battre directement contre les Russes. On va faire appel à l'OTAN européen d'abord. Et ça, c'est quelque chose de quand même très préoccupant pour les Européens, de ne pas avoir voix au chapitre, si c'est que d'assister aux réunions et de dire oui, on va payer, alors que véritablement, leurs intérêts seraient probablement très différents si on revenait, on remettait l'horloge à quelques années auparavant. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement à la fois anti-russe, mais aussi anti-européen, parce que le risque est quand même beaucoup plus du côté des Européens sur le plan de l'effet de la guerre stricto sensu. Malheureusement, on dirait que certains pays européens sont beaucoup plus volontaires que d'autres, comme les pays baltiques, mais les Polonais qui ont surtout des revendications sur les provinces ukrainiennes qu'ils considèrent comme polonaises. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. Probablement qu'ils ont eu quelques assurances de ce côté-là, parce que est-ce que l'Ukraine va continuer d'exister après la guerre, si guerre il y a? Ça va être un vaste espace russe blanc qui va être géré à part de la Sibérie, et donc il y aura l'Ukraine et la Russie ensemble, sans la Sibérie, et il y aura les compagnies multinationales, transnationales qui géreront les uns et les autres, avec des États pantins qui permettront de relancer l'économie. Et donc la Pologne elle-même
aura probablement grignoté une partie de l'Ukraine, elle aura peut-être grignoté les pays baltes, elle aura récupéré Kaliningrad. La logique ukrainienne, le peuple ukrainien, elle est de moins en moins visible dans toute cette affaire. Là, ils ont servi de main-d'œuvre, ils ont eu en 3 vagues de levée d'armée, c'est essoufflé, et il faut trouver autre chose. Et donc là, les enjeux sont maintenant très différents. Le mot de la fin. Disons que le mot de la fin, c'est une double méprise qui est très dangereuse. C'est comme ça que les guerres démarrent. Parce que d'un côté, il y a la Russie. Comme on l'a mentionné, Poutine, il a toujours été by the book à sa façon, pas à pas, méthodique. Il a créé une opération militaire. C'était pas une guerre. Personne n'a cru que c'était pas une guerre, mais en fait, la réalité, c'est que ça n'est plus une opération militaire, si tant est que ça en était une, ça devient une guerre ouverte entre les États-Unis et lui, et donc l'OTAN et lui, puisque les Européens n'ont pas voix au chapitre. Alors ça pose problème parce que va-t-il faire pour sortir de l'ornière? De notre côté, les Américains, eux, ils sont toujours prisonniers de leur vieux schéma de l'époque Yeltsin, où la Russie, c'est une station-service avec des ogives nucléaires et avec un peuple d'alcooliques et d'incompétents et de prostituées au passage. Donc c'est un peu ça la vision de l'Américain de base, des néoconservateurs, donc ils sont faciles à battre. Le problème, c'est que l'Amérique n'est pas équipée militairement pour mener une guerre de corps à corps traditionnelle. C'est une armée maritime d'une part et une armée très technétronique de l'autre. Alors, est-ce qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, une fois qu'ils auront épuisé les Ukrainiens, les Polonais et tous les autres, est-ce qu'ils se mettent le doigt dans l'œil quand ils parlent de la Russie, qui croient qu'ils vont pouvoir la battre si facilement? Ils risquent de le regretter. Alors Poutine, s'il fait rien, s'il bouge pas, il va se faire enserrer par le boa constrictor ou d'un faux drapeau à l'autre, il va devoir être sur la défensive tout le temps. Et les Américains, lui, il surestime peut-être ses adversaires, alors que les Américains, eux, sous-estiment leur adversaire. Et quand on n'est pas à l'estime, à la bonne note de moyenne, c'est là qu'intervient en général le conflit armé, avec des conséquences qui sont en général longues. Pourtant, les Russes ont démontré qu'ils ne sont pas faciles à abattre et les Ukrainiens n'arrivent pas à percer. Historiquement, les Russes, ils commencent mal leur guerre et ils les finissent bien. C'est un vieux dicton dans les armées occidentales, ça. Et dans le cas précis, c'est vrai que quand il a lancé son opération spéciale, il craignait de ne pas avoir l'appui de la population, des levées de troupes, c'était délicat, etc. Mais maintenant, avec l'affaire Prigogine ou autre, avec ce qui se passe, la montée des périls, il a déjà fait ses levées de troupes, elles sont pour l'instant sur le territoire ex-russe, et elles sont prêtes à franchir maintenant le seuil pour aller en Ukraine. Donc il dispose de beaucoup plus d'hommes et d'armements. Et en plus, si c'est le deuxième mot de la fin, c'est que l'artillerie qu'on croyait quelque chose hérité du passé est redevenue à la mode avec cette guerre. Bon, Archambault et Dawed, c'est fini. Merci et à la prochaine.